Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live Branché TV. Vous êtes plus d'une cinquantaine d'inscrits ce soir à nous suivre et l'émission de ce soir traitera de l'hématorachis, une complication plutôt rare de la chirurgie rachidienne mais qui peut avoir des retentissements fonctionnels extrêmement sévères pour les patients et dont nous discuterons également des implications médico-légales pour les praticiens. J'ai la chance d'avoir avec moi ce soir pour parler de cette thématique le docteur Laurent Balabeau, qui est chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie du rachis à la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine. Bonsoir Laurent. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Très heureux d'être invité ce soir pour parler donc des hématorachis. Comme tu l'as dit, oui, donc une complication rare mais qui est responsable d'un certain nombre de mises en cause pour nous assurer. Alors merci, on va comme pour les autres émissions fonctionner de la même façon avec une présentation de notre expert ce soir. À tout moment vous pouvez réagir ou poser vos questions sur le chat et j'aurai directement vos questions que je pourrai poser à notre invité ce soir. Enfin nous terminerons avec quelques cas cliniques où nous vous ferons également participer avec des quiz auxquels vous pourrez répondre. Je vous propose de commencer et donc Laurent, je vous donne la parole. Merci Julien. Petit problème. On voit les diapositives. Alors là, c'est parti un peu plus vite. Voilà, alors ils vont s'afficher en même temps. Donc, comme on l'a dit, c'était une source fréquente. Et c'est surtout une urgence, une réelle urgence chirurgicale, puisque le vrai problème, c'est la potentielle gravité des séquelles fonctionnelles, tout en sachant que c'est finalement une complication qui est évitable et si la reprise chirurgicale est précoce. On va passer rapidement sur la physiopathologie, puisque ça correspond finalement à une rupture de plexus veineux épiduraux qui relie donc, les veines profondes pelviennes ou thoraciques avec les plexus veineux internes vertébraux, mais ça peut être aussi des saignements osseux ou musculaires. Tout ceci donc amène à la constitution d'un hématome qui va comprimer les structures nerveuses intracanalaires. Alors, on va s'intéresser à l'incidence. Globalement, c'est compris entre 0 et un peu moins de 1%. Alors, ça varie un petit peu selon la topographie. On a certainement moins d'hématomes au niveau cervical et un peu plus au niveau dorsolombaire. Ça peut être aussi en fonction, bien sûr, du type de chirurgie. On imagine qu'une dissectomie, on est proche de 0 en termes d'hématome, alors que si on monte sur des chirurgies un peu extensives, thoraciques, on peut monter à des 4 ou 5%, comme pour une laminectomie thoracique. Voilà, on va passer assez rapidement là sur ces incidences. Une chose qui m'a, donc en refaisant l'analyse de la littérature, qui m'a un peu étonné, c'est la majoration du risque avec les nouvelles techniques donc mini-invasives et endoscopiques, où on voit qu'on passe, si on compare une laminectomie par exemple conventionnelle à une laminectomie endoscopique type biportale, on passe d'un taux de complication donc, de l'ordre de 1,4% à 8,4% avec un autre ratio de 8,9%. Globalement, d'une façon, on a des taux de complications qui avoisinent plutôt 1,5 à voire près de 2%, d'une façon un peu générale, à comparer à des moins de 1%. Donc c'est quelque chose qui est assez remarquable, et quel que soit le type de chirurgie, que ce soit mini-invasif ou les endoscopiques dits biportales. Alors, pour en avoir discuté avec des collègues lors de la dernière Société française de chirurgie du rachis, ils m'ont confirmé, effectivement, ils n'hésitent pas à injecter des produits anticoagulants locaux de façon à améliorer l'anticoagulation quand ils s'en vont. Alors, donc, une incidence plutôt faible, ça veut dire qu'un orthopédiste, il va rencontrer cette complication combien de fois dans sa carrière ou en fonction de son activité, en fonction de son activité, mais le taux de un peu moins de 1%, donc globalement, oui, si on fait 300 à 600 chirurgies par an pour certains, ça peut être effectivement... Ça peut être 3, 4, 5 par an. Donc sur une carrière, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable du tout, et c'est pour ça qu'on a voulu sensibiliser ce soir à cette complication. D'accord.
Les facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque, quand on regarde la littérature, on voit un peu tout et n'importe quoi. C'est pas forcément, donc, du fait, je pense, de la qualité de ces études, on a un peu de difficulté. Il y a des choses qui sortent un petit peu du lot, à savoir l'anticoagulation, les troubles de la coagulation, le caractère donc multiniveau. C'est sûr que si on fait qu'une intervention sur le niveau L4, L5, c'est pas la même chose que si on opère du rachis thoracique jusqu'au sacrum. C'est également, donc on peut retrouver ça, de l'hypertension, des pressions artérielles systoliques élevées, et puis l'âge, compris entre 60 et 70 ans. Et puis on retrouve un certain nombre d'autres facteurs, mais qui sont retrouvés de façon plus ponctuelle. Chirurgie de reprise, des comorbidités, un tabagisme, un éthylisme, sexe féminin. Tout ça sans qu'on ait réellement de reproductivité systématique dans les études. Donc tout ça, à mon avis, ça me semble bien relatif. Pour ce qui est, on peut d'ailleurs reprendre ça dans le caractère un peu relatif, dans toutes les techniques mini-invasives, où là, on se rend compte que, hormis la compression, les décompressions multiniveaux et l'âge, il y a de multiples autres facteurs de risque qui sortent sans qu'on ait de choses vraiment très nettes à proposer en termes de facteurs de risque. On va revenir sur ce qui est certainement l'élément un peu central, qui est la clinique. La clinique, c'est un peu toujours la même chose. Alors typiquement, ça survient dans les 24 premières heures, entre 2 heures. Certains ont décrit jusqu'à 2 semaines. Dans mon expérience personnelle, le maximum que j'ai eu, c'était 1 semaine après une reprise d'anticoagulants à dose efficace. J'ai une patiente assez âgée. Autrement, typiquement, ça a été dans les premières heures ou dans la journée qui a suivi l'intervention. Le maître mot, c'est les douleurs. Ça commence toujours par des douleurs essentiellement rachidiennes, et qui vont petit à petit s'étendre aux membres inférieurs avec des douleurs radiculaires, sensation de paresthésie douloureuse. Et surtout, ce qui est assez frappant quand on les voit, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler cette douleur. Quand ça survient en salle de réveil, l'équipe d'anesthésie, que malgré la titration morphine, malgré ce qu'ils ont l'habitude de faire, ça dépasse les capacités habituelles. Et donc, on est vraiment choqué par ces importantes douleurs. D'accord, donc au-delà de la douleur qui peut être un symptôme fréquent post-opératoire, c'est le caractère inhabituel de son intensité qui doit nous interpeller. Totalement, Julien. Et après cette douleur apparaissent les symptômes radiculaires, d'abord sensitifs, puis ensuite les troubles moteurs, et enfin donc les troubles sphinctériens. Quand on est au niveau des troubles sphinctériens, le pronostic commence à être franchement très défavorable. Dans les formes un petit peu plus chroniques, un petit peu plus tardives, il faut toujours se méfier, ça c'était Frédéric qui m'en avait fait part, la modification de signes fonctionnels urinaires habituels chez un patient qui a une hypertrophie bénigne de la prostate, choses comme ça. C'est pas forcément facile à évaluer. Ouais. Le délai d'apparition de ces différents symptômes, vous avez dit ça peut être quelques heures jusqu'à plusieurs jours, mais une fois que les symptômes commencent à apparaître, entre la douleur et puis les autres signes neurologiques habituellement? J'ai pas retrouvé, je pense que c'est fonction un peu de la vitesse à laquelle se forment l'hématome et puis un peu de la sensibilité un peu interindividuelle. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé dans la littérature de chronologie avec des durées fixes. Il peut y avoir plusieurs jours entre la douleur et l'apparition de signes neurologiques? Physiopathologiquement, ça n'a pas de sens. Généralement, ça va s'enchaîner donc, comme ça sur quelques heures. D'accord. En tout cas, sur mon expérience, ça a été sur quelques minutes, voire quelques heures. D'accord. Donc le diagnostic, il est essentiellement clinique. Ça, on n'insistera pas assez là-dessus, mais c'est clinique. Si on a quelques doutes et si on a du temps, si les choses, effectivement, on a une évolution lente, on peut être amené à faire une imagerie. Ça peut être une IRM ou un scanner, selon la possibilité qu'on a dans l'établissement. L'IRM, c'est souvent mieux, mais s'il y a par exemple du matériel, ça pourrait être plus intéressant d'avoir un scanner qui pourra peut-être, si on a juste qu'un déficit, peut-être voir si une vis est bien positionnée ou pas. En tout cas, ça permet de visualiser les hématomes, ça permet de voir l'effet de masse sur le sac dural. Et en sachant quand même une chose, c'est que ces hématomes peuvent être aussi totalement asymptomatiques. Et donc on retrouve dans la littérature 23 à 86%, si on fait une IRM systématique, 23 à 86% d'hématomes. Et tous ne vont pas être symptomatiques.
L'hématome, il est un petit peu physiologique après une chirurgie de la colonne vertébrale. Quels pourraient être les diagnostics différentiels qu'on pourrait évoquer finalement devant une douleur alors une douleur plus des signes neurologiques Par exemple, si on a mis du matériel, c'est avoir mis une vis dans le canal donc, irritant une racine et avoir donc un déficit neurologique associé à une intense douleur. Donc c'est dans ces circonstances que l'imagerie peut être pertinente. Oui, totalement. Si on a ce doute, ça peut être intéressant de le faire. En tout cas, et ça c'est quand même un message à donner, à faire passer, c'est que l'imagerie ne doit pas retarder la prise en charge chirurgicale. Si on vous dit l'IRM, on ne pourra pas le faire, mais pas avant ce soir à 18h, et qu'il est à 10h, on va dire non, on va s'en passer. Quoi. D'accord. Donc, urgence chirurgicale, si urgence chirurgicale, je peux vous faire. En tout cas, c'est l'évacuation de l'hématome, mais avec cet aspect toujours typique de gelée de groseille. Ça se présente comme de gelée de groseille qu'on va retirer un peu à la curette de façon assez dense. Et ça, cette urgence chirurgicale, ce délai entre le moment où on a les signes et la reprise chirurgicale, c'est l'élément majeur au niveau du pronostic. Donc ce pronostic, il est fonction du délai de reprise chirurgicale et déjà de l'importance du déficit neurologique avant cette chirurgie. Tout ceci, ça nous amène à l'aspect médico-légal et on va être jugé là-dessus. On va être jugé sur ce retard de diagnostic, ce retard de prise en charge chirurgicale et donc la perte de chance d'une récupération neurologique. Et tout ça, ça va engager la responsabilité du chirurgien par ce délai de reprise chirurgicale. C'est là-dessus qu'on va être jugé. Donc, le temps entre l'apparition des signes cliniques et la reprise chirurgicale. D'accord. Alors, donc le drainage, oui, une petite chose par rapport, ça avait été Leroy qui avait repris le registre français des assureurs, et le drainage n'était plus pris en compte dans la survenue ou pas dans des complications de l'hématome. L'existence d'un drainage ou pas n'était plus un facteur déterminant. Okay. J'en profite pour vous réinviter à poser vos questions. On a une première question, mais qu'on posera un petit peu plus tard sur le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou simplement des réactions dont vous souhaitez nous faire part, à nous les envoyer sur le chat et puis je les intégrerai à la discussion. Donc ça nous amène à le délai de reprise, à savoir quand est-ce qu'il faut le reprendre. Je vous dirais tout simplement, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Alors il y a cette notion de 6 heures, certains 12 heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de 13 heures d'attente, on va avoir un pronostic fonctionnel qui va plutôt être défavorable. Il y avait une étude qui montrait qu'avec un Frankel A, c'est-à-dire une paraplégie déjà maximale, on a seulement 23% de récupération versus des déficits moteurs modérés sur un Frankel D où on a 83% de récupération. On en arrive donc à côté de ces questions de l'hématome, ça nous amène à des questions annexes. Et ces questions annexes, pour nous, une équipe chirurgicale et donc anesthésique, cette équipe médico-chirurgicale, les principaux éléments qui vont nécessiter une coordination, une concertation, c'est en particulier l'anticoagulation. Alors, il y a l'anticoagulation préopératoire. Là-dessus, on pourra passer assez rapidement puisque finalement, ce n'est pas réellement le problème puisque c'est très protocolisé. On sait quand est-ce qu'on doit arrêter des antiagrégants plaquettaires, quand est-ce qu'on doit arrêter des anticoagulants oraux. Donc, ce n'est pas réellement le problème. Alors, je l'ai noté, marqué, mais je pense que surtout qu'avec un public dont au moins 50 sont des anesthésistes. Beaucoup d'anesthésistes qui nous suivent ce soir. Ils savent bien sûr tout ça. Mais le véritable problème, c'est la gestion du post-opératoire, de l'anticoagulation post-opératoire et de la reprise ou pas, et à quel moment de ces anticoagulants. Et là-dessus, on est bien embêté puisque la chirurgie du rachis est finalement dans une espèce de no man's land. Alors on sait bien que la chirurgie orthopédique, c'est un risque hémorragique intermédiaire ou élevé selon les cas. La neurochirurgie, c'est un risque hémorragique élevé. Mais on sait bien que toute la chirurgie du rachis n'est pas forcément un risque hémorragique élevé ou un risque hémorragique intermédiaire. Donc tout ça, et rien n'est réellement donné dans la littérature, et donc il n'y a pas de consensus sur cette prise en charge.
d'où d'une prise en charge hétérogène. Alors ça avait fait l'objet d'une thèse, c'était en Bretagne, et cette thèse prouvait bien cette gestion très hétérogène sur un panel assez large d'anesthésistes en France. Alors cette gestion post-opératoire des anticoagulants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de majoration du risque d'hématome sous anticoagulation ou des antiagrégants plaquettaires quand on a bien fait les choses, quand on a respecté les... Il n'y a pas... Moi, j'opère, je sais, systématiquement sous aspirine quand on ne peut pas faire autrement. Et ça ne me pose... Et je n'ai jamais eu plus d'hématomes que ça. Pour ce qui est des anticoagulants oraux, donc il n'y avait pas de complications hémorragiques. Donc dans une étude, il n'y avait pas de complications hémorragiques. Ils étaient arrêtés donc 3 ou 4 jours avant la chirurgie. Et donc par rapport au délai de reprise, eh ben, il y avait cette notion un peu de 3 jours où on était entre des événements hémorragiques dans 4,9% des cas quand on les reprenait un peu trop tôt, ou 4,9% de complications thromboemboliques quand on les reprenait après 3 jours. Mais tout ça, ça reste souvent des études un peu limitées, un seul cas, une seule étude, et on ne peut pas forcément être très, très affirmatif pour la suite. Pour ce qui est des antiagrégants plaquettaires, je crois que ça, on est de plus en plus un peu consensuel là-dessus, c'est qu'on peut opérer sous aspirine. Il n'y a pas plus de risque hémorragique. Par contre, il y a eu plusieurs études qui ont montré que si on les reprenait pas, on avait plus de risque thromboembolique. Donc si je résume un peu au propos, le risque n'est pas majoré chez les patients qui ont un traitement habituel par anticoagulant, antiagrégant plaquettaire, si les recommandations sont respectées quant au délai d'arrêt. Ouais, voilà. Pour ce qui est de la reprise des traitements, c'est la balance bénéfice-risque thromboembolique versus hémorragique, avec quand même un risque hémorragique qui est moindre pour les antiagrégants plaquettaires, donc une incitation à les reprendre assez précocement. Ou à ne pas les arrêter. Ou à ne pas les arrêter, bien sûr. Et quelque chose qui est un peu plus discuté quant au délai de reprise des anticoagulants oraux directs en termes de complications hémorragiques qui sont plus équilibrées par rapport aux complications thromboemboliques. Totalement. Donc c'est là que le dialogue entre l'anesthésiste et le chirurgien va être important pour juger de ce rapport bénéfice-risque. Donc c'est là qu'on en vient à ces recommandations qu'on peut faire dans cette équipe anesthésiste-chirurgien. Et donc cette discussion, elle doit être tracée. Donc ce rapport bénéfice-risque hémorragique, thromboembolique, en sachant quand même, et ça, quelle que soit l'expertise, d'un côté, le risque hémorragique, c'est un risque finalement fonctionnel. Le risque thrombotique, c'est un risque vital. Donc pour l'expert, il privilégiera quand même toujours le risque vital. Donc et en tout cas, moi, quand je discute avec mes collègues anesthésistes, je leur dis toujours, moi je préfère qu'on prenne ce risque hémorragique dont j'ai informé le patient avant la chirurgie, plutôt que de se retrouver avec un AVC ou un infarctus du myocarde à J6 ou J7 parce qu'on n'aura pas fait les choses convenablement dans la reprise des anticoagulants. Tout ça, ça peut être... et ça doit être pas forcément l'objet d'une charte, mais en tout cas, soit d'un protocole, soit d'un règlement intérieur, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans le cours des expertises, savoir qui était responsable de l'anticoagulation. C'est une question que les experts posent. Voilà, totalement. Ça, c'est quelque chose qui est, quand il y a un problème de ce type, c'est qui, au sein de votre établissement, est responsable de l'anticoagulation. Donc si on répond ça dépend, ça ou dépend, on ne sait pas. On n'a jamais rien décidé au sein de notre établissement. Mauvaise réponse. C'est pas une bonne réponse, effectivement. Donc, si on fait un protocole, on devra forcément tenir compte de le risque hémorragique de la chirurgie, du risque thrombotique du patient, s'il existe des facteurs de risque de variation de concentration des antioraux, en particulier l'insuffisance rénale, et puis les modalités pré- et post-opératoires avec les durées. Et ça doit être indiqué et prévu, mais en discussion entre nous. D'accord. Alors,
Après ça, il y a l'autre problème qui peut se poser dans les anticoagulants, c'est l'éventuelle prévention de la maladie thromboembolique veineuse post-opératoire en chirurgie du rachis. Et là encore, pas de consensus ou pas de données du tout. Dans les recommandations d'ASFAR de 2011, il n'y avait rien sur la chirurgie du rachis. On retrouve juste une étude qui avait été faite dans les annales françaises d'anesthésie et réanimation en 2005, où donc pour les hernies discales et la myectomie d'inférieur moins de 2 niveaux, il n'y avait pas de prophylaxie recommandée. Et puis pour des choses comme des traumas médulaires, mais on n'a quand même pas des traumas médulaires tous les jours, on recommandait l'anticoagulation préventive. Et puis pour des chirurgies un peu plus lourdes avec des ostéosynthèses. Mais tout ça, ce n'est pas du tout consensuel. Et dans la pratique de tous les jours, on n'a pas ces fonctions des équipes. Et ces On propose de toute façon une thromboprophylaxie mécanique, que ce soit par des bandes compressives ou que ce soit par des systèmes de compression pneumatique intermittente. Ouais. J'imagine que la mobilisation précoce du patient est un élément déterminant aussi sur la réduction de risque thromboembolique. Totalement, et ce d'autant plus maintenant qu'on a quand même des techniques où on est beaucoup plus à lever les patients dès le premier jour, choses comme ça. Et finalement, au quotidien, les thromboses veineuses profondes après chirurgie du rachis, c'est quand même quelque chose de très rare. Alors peut-être que si on devait les chercher en faisant des échodoplastes systématiques, choses comme ça, on en trouverait peut-être. Mais moi, j'avais dans un précédent établissement, on l'avait fait, on avait arrêté parce que de toute façon, on en trouvait peu ou pas. En dehors de la traumatologie, peut-être des... Ouais, c'était de la chirurgie réglée. Donc, et donc finalement, je crois que ça reste, dans la littérature, c'est moins de 1%. D'accord. Moins de 1% de thrombose veineuse profonde après, ou d'accident thromboembolique après une chirurgie rachilienne. D'accord. Alors c'est un peu plus important dans le cas, par exemple, de métastase rachilienne, où là, on sait bien que d'une façon générale, on a un risque thrombogène beaucoup plus important. Donc, je confirme donc tout ça, c'est-à-dire que des indications du on ne sait pas en chirurgie du rachis, des études limitées et de faible qualité, et donc ce rapport bénéfice d'une anticoagulation reste à démontrer dans la littérature. On n'a rien de prouvé concernant la chirurgie du rachis. C'est assez étonnant quand même, parce oui, c'est plutôt étonnant. On est en 2023 et on n'a toujours pas... Après, l'hétérogénéité peut-être des types de pathologies ou du type de chirurgie joue peut-être sur la difficulté à la caractériser par des études méthodologiquement solides. Oui, c'est possible. Et puis c'est peut-être pas ce qui va titiller le plus à la fois vous anesthésistes et nous chirurgiens, de savoir s'il faut mettre ou pas. C'est vrai qu'on se réfère assez souvent à l'existence de systèmes de drainage et à leur retrait. C'est-à-dire souvent, on va démarrer une anticoagulation préventive, après retrait d'un système de drainage quand il y en a. Ouais. Quand il n'y en a pas, ce n'est pas un indicateur. Nous, c'était pas totalement comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ça dépend, j'imagine, des pratiques des équipes. Par contre, c'est un bon fil conducteur de parler, donc d'avoir enchaîné sur le drainage, puisque c'est notre diapo suivante. On s'est bien rendu compte que dans les chirurgies modernes actuellement, avec toute la RAC, les choses comme ça, on veut limiter le drainage. Et donc, on retrouve donc un certain nombre d'études, là encore, c'est assez limité, mais qui ne montrent pas de modification du temps d'incidence des hématomes quand on ne draine pas. Donc, le drainage, quand on était plus jeune, qu'on nous imposait pour éviter l'hématorachis, finalement, ça ne semble pas vrai du tout. Par contre, ça augmente les pertes sanguines et le risque de transfusion. Mais quand on met un drain, ça diminue la saturation des pansements. Ça fait quand même une grosse différence si on fait des chirurgies un peu étendues, qu'on ne met pas de drain ou qu'on en met. Parce que franchement, là, les infirmières vont venir vous voir, vont vous dire obligé de changer les pansements 3 fois dans la journée, dans les 2-3 premiers jours. Il y a une vraie différence là-dessus. Par contre, il n'y a pas d'augmentation du risque infectieux quand on met des drains. Et pas d'augmentation de la durée d'hospitalisation quand on met des drains. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Ce qu'on pouvait penser être des inconvénients à avoir un drain, à savoir plus d'infections, choses comme ça, c'est pas vrai. Et puis ce qu'on pouvait penser pour ceux qui étaient des fanatiques du drain, qu'on aurait réduction de la séance des hématomes, c'est pas vrai. On ne voit pas non plus. Voilà. Est-ce que vous avez vu dans votre revue de la littérature une différence dans la capacité à faire un diagnostic d'hématome
du fait d'existence d'un drain ou pas. Alors, je ne saurais pas dans quel sens, hein, parce que si le drain est productif, on peut dire c'est que ça saigne, donc on va se méfier, mais on peut dire aussi c'est que ça sort, et donc ça ne va pas comprimer. Oui, totalement. Et j'ai un qu'au contraire, dans les cas que j'ai eu, moi, à chaque fois, c'était qu'au contraire que le drain avait peu donné. Oui, d'accord. C'était plutôt le bon... D'accord, c'est ce qui interpellait, c'était plutôt, tiens, c'est ça. étonnant, et un drain, ça ne donne pas, et donc la moindre douleur aussi neurologique. Très douloureux, et finalement, ça avait peu donné. Si on pourra vers le premier cas clinique, c'était un peu comme ça. D'accord. Donc on en arrive à ce qui est quand même quelque chose... et ça, c'est un élément essentiel pour la prévention. C'est les mesures préventives. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer, pour diminuer ces hématomes, et puis si on en a, parce qu'on en aura forcément, pour diminuer les conséquences fonctionnelles. Donc c'est travailler à la sécurité, donc on a cette obligation de moyens. Première chose, ne pas travailler seul. Je crois que travailler seul quand on est chirurgien rachis, ça devient un esclavage parce que c'est 24 heures sur 24. Pas que le chirurgien du rachis, d'ailleurs. Oui, pas que le chirurgien, mais je pense que oui, pour un cas comme ça, c'est particulièrement vrai. C'est donc travailler en équipe, une équipe dans laquelle, donc avec des gardes, des astreintes partagées, dans lequel on aura une vraie confiance et une vraie communication entre nous. Donc ça nécessite vraiment une équipe solidaire et sur laquelle on peut vraiment se reposer. Et puis, c'est bien définir les rôles, on l'a déjà dit tout à l'heure, en particulier pour l'anticoagulation, entre les chirurgiens et les anesthésistes. Ce rapport bénéfice-risque, c'est avoir accès à des blocs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe d'astreinte ou de garde, avec des gens qui quand même connaissent un minimum la chirurgie du rachis. C'est avoir accès à une imagerie, scanner ou IRM, là encore 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Chirurgie du rachis, ça ne peut pas se faire dans son coin, dans un tout petit truc, parce que les risques sont réels et avec des conséquences qui peuvent se payer cash. Des fiches d'information et des consentements éclairés où on parle de ce risque, où on parle bien sûr aussi de tous les autres risques d'une façon un peu plus générale. La checklist, ça, je crois que c'est vraiment un élément majeur. Checklist qu'on fait avant, mais qu'on va faire aussi après. Justement, est-ce que le patient avait des anticoagulants? Est-ce qu'on les avait bien arrêtés? Quand est-ce qu'on les a arrêtés? Est-ce qu'il y a eu un relais? Dans quelles conditions on va opérer? Et puis déjà discuter, savoir... tu as vu, je fais une grosse chirurgie, là il y a un risque plus important d'hémorragie. Au contraire, c'est pas grand-chose. Certes, il est sous anticoagulants oraux, mais ça sera moins sévère. Vraiment, cette communication, c'est important. Ouais, donc tous les temps de la checklist, mais ce troisième temps de la checklist, qui est d'ailleurs celui qui est le moins bien fait souvent, sera celui où on décidera, où on confirmera plutôt du moment de reprendre les anticoagulants. On le décide en amont avec la stratégie globale d'équipe qu'on a colligée dans le dossier du patient. Et après la chirurgie, en tenant compte de comment elle s'est passée, on confirme ou on modifie cette décision. Et là aussi, on le note dans le dossier. On le note dans le dossier. D'accord. Et on le note dans le dossier. Et ça, on devra se fixer sur quel anticoagulant dans les jours qui suivent. Quand est-ce qu'on reprend les anticoagulants? Typiquement pour les anticoagulants à visée préventive, les HBPM, on les reprend typiquement en rachis plutôt le lendemain matin. D'accord. Pas le jour même, le lendemain matin. En tout cas, c'est des habitudes que j'ai toujours vues. Et puis, bien sûr, si on avait auparavant, savoir est-ce qu'on va le reprendre à J4, à J5, J6, J7. En tout cas, arriver à se mettre d'accord. Toujours sur ce rapport bénéfice-risque. Et alors des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qu'il y ait des protocoles de surveillance neurologique post-opératoire pour les infirmières du service. Typiquement, c'est bien que ce soit tous les 4 heures, les 24 premières heures. Et donc, pour que ces infirmières soient performantes, ne pas hésiter à faire des enseignements pour leur donner les signes, pour vraiment les sensibiliser à ce risque. Et donc leur donner des consignes, alors, donc, à la fois pour les infirmières dans les services et puis en salle de réveil. D'accord. Et puis, vous me disiez tout à l'heure que ça pouvait survenir, même si ce n'est pas les plus fréquents, plusieurs jours après. Oui. Donc peut-être même parfois quand le patient a quitté le service.
Oui, alors donc là, la chose qu'il y a, bien sûr, il y a la lettre de liaison, le compte rendu pour le médecin traitant, pour ça, mais surtout sensibiliser le patient. Ouais. Comment vous leur expliquez ça? Si Ah, je suis votre patient, je dis ouais. docteur, à quoi je dois faire attention? Je Ouais. risque quand même pas d'être paralysé. Oui, alors, j'en parlais mardi dernier par un patient donc sous hélicis, donc arrêté. Et donc on reprend, on avait décidé donc l'Ovenox 6000 deux fois, et je lui dis, on avait parlé déjà avant, ce risque était important. Là, dans les jours à venir, ça s'est très très bien passé, la chirurgie, mais si vous avez des douleurs importantes, si ça commence à saigner, si vous commencez à avoir des douleurs dans les jambes, il faut tout de suite venir nous revoir. Il y a toujours un chirurgien d'astreinte dans l'équipe. Vraiment, le seul le sensibiliser à sa sortie, quand il part, le dernier passage que vous faites, vraiment le sensibiliser en lui disant, là, tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci, mais vous savez bien que vous êtes sous anticoagulant et que le problème pour nous, ça va être maintenant dans les jours à venir qu'il n'y ait pas d'hématome. Donc on reste sur ces signes cliniques de départ. Si vous avez mal, et en particulier si vous avez mal et qu'apparaissent des signes... des douleurs dans les jambes, comme ça, il faut tout de suite venir nous revoir. Et ça, c'est vraiment sensibiliser le patient. Et je crois que les gens ils savent bien que c'est un vrai problème pour eux, que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'on a pris un risque, pour ceux qui ne sont pas totalement idiots, on a pris un risque pour eux, et que là, la suite, ça va jouer là-dessus. D'accord. Donc, on en arrive aux conclusions. Les conclusions, donc, c'est effectivement une complication qui est rare certes, mais avec des séquelles fonctionnelles qui peuvent être gravissimes et pourtant qui peuvent être évitées si on fait le diagnostic précocement et qu'on reprend chirurgicalement très rapidement. L'incidence donc, pour des chirurgies conventionnelles, c'est souvent donc, inférieur à 1%, 0,5%. Alors que dans les chirurgies mini-invasives, on est plutôt compris entre 1,5 et 2%. Donc vraiment être beaucoup plus sensible à ça. Quand on fait de la chirurgie mini-invasive, il faut faire attention. Il y a plus de complications d'hématorachis. Le maître mot dans la clinique, c'est la douleur. On l'a déjà dit. Le diagnostic, il est vraiment clinique. Et l'IRM ou le scanner ne doivent pas faire retarder la prise en charge chirurgicale. Cette prise en charge chirurgicale, c'est l'évacuation des hématomes. Et ces mesures préventives, c'est surtout ce travail d'équipe, quand il y a des anticoagulants, de bien discuter, de bien décider sur ce rapport bénéfice-risque entre le risque thrombotique et le risque hémorragique. Le pronostic, c'est le délai de reprise chirurgicale. Ne pas attendre, c'est une chirurgie en rachis. Les différents facteurs de risque, on a vu que c'était difficile finalement, peut-être des chirurgies extensives, multiniveaux, les anticoagulants, mais que le reste, ça reste un petit peu, il n'y a pas de vraies règles. Et puis que le drainage, ça n'empêche pas d'avoir, malgré tout ce qu'on avait appris quand on était plus jeune, d'avoir un hématome ou d'empêcher l'hématome. Et donc l'intégralité de ces mesures préventives afin d'éviter en équipe d'éviter cette complication rare. Merci, Dr Balabo. Alors, j'ai une question là qui m'est posée sur le chat. C'est une question d'anesthésiste, me dit-on. Lorsqu'on reprend le patient pour l'évacuation d'hématomes, est-ce qu'on doit opter pour une antibioprophylaxie différente de celle pratiquée lors du premier geste, où on renouvelle la même molécule, une antibioprophylaxie différente, comme le recommande l'ASFAR pour les arthroplasties reprises pour motifs non infectieux pendant le même séjour? Alors, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on en a eu, de toute façon, le Lovenox 4000 du lendemain, on le reprenait. Et pour les antibiotiques qu'on va refaire, c'est-à-dire on reprend le patient, on va lui refaire une antibioprophylaxie? Là, je crois que c'est systématiquement à l'avant-coup. D'accord. Pour moi, la recommandation, parce que souvent c'est dans les 24, 48 heures. Donc on fait comme on fait pour des reprises d'arthroplastie pour motifs non infectieux. Totalement. D'accord. C'était ça la question. La question, c'est ça. On fait la même chose. Très bien. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous allons ensuite passer à des cas cliniques avec des quiz où nous vous ferons participer. Mais donc, je reçois vos questions en direct. Et en attendant d'éventuelles questions, moi j'en ai une ou deux pour vous, Laurent. Je me demandais, on a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les patients qui avaient déjà des troubles vésico-sphinctériens potentiels qui pouvaient rendre compliqué un diagnostic. Pour des patients qui auraient déjà un déficit neurologique,
Comment est-ce qu'on peut authentifier la composante liée à un hématorachis et donc qu'est-ce qui doit nous interpeller? Vous avez quelqu'un qui a déjà un petit déficit sur un releveur ou en préopératoire, vous l'opérez, en post-opératoire, qu'est-ce qui va vous interpeller? Alors, toujours à nouveau la douleur. La douleur, toujours la douleur. Après, donc, l'examen de référence qu'on avait, nos cotations, s'il y a une aggravation, si on a perdu 1 ou 2 points, et puis si ça commence à se bilatéraliser. D'accord. Donc, c'est plutôt l'aggravation du trouble neurologique. D'accord. La modification de l'aggravation du trouble neurologique et puis toujours la douleur. Et la douleur. Okay. Cette douleur est inhabituelle. Les patients ont vraiment mal. Systématiquement, ils ont toujours mal. D'accord. Alors j'ai une autre question d'anesthésiste aussi. Pour des chirurgies qui se font sous anesthésie générale, dans la majorité des cas, est-ce que dans votre équipe, vous avez l'expérience d'anesthésie loco-régionale ou d'infiltration de blocs recteurs du rachis ou d'autres complémentaires? Est-ce que vous avez cette expérience? Et puis, est-ce qu'il ne risque pas de perturber un diagnostic précoce d'hématorachis? Alors, on ne fait pas de bloc. Nous, en fin d'intervention, on injecte donc l'anesthésie locale au niveau des muscles, mais on ne fait pas de bloc des muscles recteurs. Donc, je serais assez dit. Mais sur ce que j'avais eu, moi, comme ça, malgré ça, ils étaient restés très douloureux. Ouais, c'est ça, parce qu'on se dit qu'a priori, la douleur, elle est liée à la mise en tension des enveloppes qui ne sont pas forcément analgésiées par le type d'anesthésie qu'on peut faire en faisant une infiltration. Totalement. Et donc déjà, la composante lombaire, parce que là-dessus, on va jouer sur la composante lombaire, mais on n'empêchera pas la composante radiculaire. Oui. Les gens vont quand même avoir ces douleurs dans les membres inférieurs. D'accord. Ouais. Donc la douleur, a fortiori même, chez quelqu'un qui a eu un complément analgésique, doit nous interpeller, nous faire dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Oui, totalement. Très bien. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le chat. Et puis, nous allons peut-être pouvoir passer à des cas cliniques. Au cas clinique, allons-y. Donc, nous avons plusieurs cas cliniques. Et pour chacun des cas cliniques, nous lirons ensemble l'énoncé. Vous aurez la possibilité ensuite de répondre à une ou plusieurs questions que nous lancerons sur le quiz, sur le chat. Et le docteur Balabo nous fera ensuite le débriefing en nous donnant les bonnes réponses à ce cas clinique et ça déclenchera peut-être d'autres questions. Donc premier cas clinique, il s'agit d'un patient âgé de 76 ans qui a comme antécédent un diabète insulino-requérant, une hypertension artérielle, des antécédents d'accidents ischémiques transitoires, une insuffisance rénale chronique et une consommation éthylique également chronique mais sevrée, un tabagisme conséquent, 80 paquets années, sevré lui aussi, et une chirurgie de dissectomie L4, L5. Vous avez ses mensurations et son analyse de masse corporelle qui est à 31,6. Et depuis 3 ans, ce patient présente des lombosciatalgies de niveau L5, bilatérale prédominante à droite, avec une claudication et une autonomie à 200 mètres, nécessitant l'utilisation d'une canne pour réussir à se déplacer. Une imagerie IRM lombaire montre des sténoses dégénératives à plusieurs niveaux, L2, L3, L3, L4, L4, L5 et L5, S5, ainsi qu'une lipomatose. Je vais lancer... Voilà, il y a encore d'autres éléments, pardon. Un bilan complémentaire sous forme d'avis auprès de médecins internistes, rhumatologues, vasculaires, neuro, cardio et nutritionnels est réalisé et une chirurgie consistant en des recalibrages à ces différents niveaux, L2, L3, 3, 4, 4, 5, L5 et S1, est effectuée avec une chirurgie que vous qualifiez d'assez hémorragique. Alors, entre nous, 500 ml, je ne sais pas si c'est assez hémorragique, c'est pas tant que ça. Oui, mais sur à des recalibrages, même s'il y a plusieurs niveaux, c'était pas. Puis il y a cette impression de saignement. D'accord, avec une impression de saignement. C'était vraiment pas agréable, chirurgie pas agréable du tout. Et le patient est ensuite réveillé et installé en SSPI où 2 heures après la chirurgie, il présente des lombalgies associées à des paresthésies douloureuses des membres inférieurs et un examen neurologique consistant en un testing du quadriceps, des extenseurs du gros orteil et des orteils à droite retrouve un déficit moteur à 3/5 avec un drain qui a donné 120 ml. Ouais, voilà. Finalement. Alors, chez ce patient, on avait quand même quelques facteurs de risque. Si on regarde ceux qu'on avait notés, multiniveaux, plus de 70 ans même, et puis des antécédents assez lourds, des comorbidités, bien que ça ne soit pas forcément retrouvé. Et donc, à ce stade,
Que décidez-vous? Surveillance neuro-rapprochée, IRM en urgence, au moins demande d'IRM en urgence, surveillance neurologique et IRM négocié à 8 heures le lendemain, surveillance neurologique et programmation chirurgicale à 8 heures le lendemain, ou reprise chirurgicale en urgence. Alors, nous allons lancer le quiz et vous avez donc la possibilité de voter en ligne pour chacun de ces 5 items. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on a ce soir un public très anesthésique, si j'ai bien compris, mais même si on n'a pas un public chirurgical, je pense que la décision sera d'équipe, et donc c'est très intéressant que les anesthésistes répondent également. Oui, et puis ce cas clinique, c'était un cas clinique assez simple dans le principe et j'espère que les messages sont passés, quoi. Ouais. Donc, alors les gens sont en train de voter, là ça monte, donc tant que ça monte, on continue, les réponses continuent. Je laisse encore un petit peu de temps pour voter et j'en profite pour vous redire que vous pouvez aussi poser vos questions au docteur Balabo par le chat, je lui transmettrai. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, je vous montre la réponse correcte. Nous avons 50% des répondants qui proposent une reprise chirurgicale en urgence. Oui. D'accord. 33% qui demandent une IRM en urgence. Et puis 6 et 7% qui proposent une surveillance neurologique rapprochée avec ou sans IRM négociée le lendemain. D'accord. Voilà, donc une majorité tout de même de reprises chirurgicales en urgence. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, moi, je peux te passer la diapositive suivante. Il a été fait une reprise chirurgicale en urgence. Là, ça se discutait pas trop. Il était vraiment très, très douloureux. Il avait vraiment un déficit neurologique. En l'espace d'une demi-heure, entre le moment où je le vois en salle de réveil et puis on le pousse il est sur la table, les troubles neurologiques s'étaient encore aggravés. L'IRM, ça nous aurait fait perdre du temps et on se serait peut-être trouvé dans une situation encore plus gravissime au niveau des troubles neurologiques. Et c'était effectivement un vrai hématome. Alors, ce qui est amusant, entre guillemets amusant, donc ça a été la reprise chirurgicale a été totalement normale avec cette fameuse gelée de groseille. Il y avait des saignements un peu en nappe. Les anticoagulants locaux marchaient moyennement. Et alors en post-opératoire, il a présenté une hématurie macroscopique, il a présenté des ecchymoses un peu diffuses. Donc on est allé plus ou moins dans un bilan d'hémostase avec l'avis d'un spécialiste du CHU en hémostase. On n'a rien retrouvé. D'accord. Rien retrouvé et il a eu des suites, il a récupéré complètement. Il a eu 0 déficit et ce monsieur il va bien, il a retrouvé une autonomie, il vit tout seul chez lui et il vit plutôt pas mal. D'accord. Il est très content finalement de l'intervention et il était très, très reconnaissant aussi d'avoir réopéré, de lui avoir parlé, de lui avoir expliqué et d'avoir réopéré très rapidement. Ouais. Ça a été assez remarquable. Il avait compris le sens de la gravité des choses et qu'on avait été très réactif. Ouais. D'accord. Alors ça, ce premier cas clinique a généré quelques questions. Alors, une question... L'incidence est-elle plus élevée en chirurgie... l'incidence est plus élevée en chirurgie mini-invasive, c'est un constat. Ouais. Qu'en est-il pour la chirurgie du rachis sous endoscopie? Oui, ce que j'entendais, c'est mini... Alors, les 4 études que j'ai montrées, c'était du mini-invasif, donc avec des petites ouvertures, mais c'était aussi celle sous endoscopie type UBE. Donc il y avait 2 études. Donc c'est tout confondu, c'est mini-invasif et endoscopie. Et endoscopie, ouais. Alors on en avait discuté, parce que c'est plutôt surprenant. Une interprétation serait anatomique? Alors j'en ai discuté avec les collègues qui font beaucoup d'endoscopie, ils m'ont confirmé qu'effectivement ils avaient plus d'hématomes. Et alors, ils n'hésitaient pas à mettre des anticoagulants à la fin de leur intervention par des anticoagulants type fossile ou autre. N'empêche qu'ils en avaient. Et alors, pour moi, parmi les explications, c'est qu'on laisse fermer les fascias, rien n'a été décollé. Donc, on n'a pas un peu cette possibilité d'hématome qui s'étend un petit peu et qui avec une petite zone de sécurité. Je pense que ça contribue. Quand on est sous endoscopie, il n'y a pas de possibilité de faire une vraie hémostase. Et ça peut jouer.
Donc, ce n'est pas une question d'expérience, ce sont des Non, opérateurs expérimentés. Après, je crois qu'il n'y a qu'une étude où ils disaient que c'était une question d'expérience. Mais pour en avoir discuté avec eux, l'expérience fait qu'ils vont peut-être en avoir un peu moins parce qu'ils vont mettre plus d'anticoagulants et puis ils vont être plus sensibles, ils vont peut-être plus attentifs à. Plutôt anatomique. Le fait d'être mini-invasif, de moins ouvrir les fascias, dilacérer les fibres, fait que pour un volume identique, je pense que le sang, l'hématome ne fuit pas ou moins. Et donc, l'effet compressif est majeur. Enfin, c'est une hypothèse, mais en tout cas, c'est ce qui paraît un petit peu le plus logique. Après, il n'y a rien de... Mais en tout cas, pour en avoir discuté avec eux, ils reconnaissaient que c'était vraiment quelque chose auquel il fallait être vraiment beaucoup plus attentif. Attention. D'accord. Et puis, j'ai une troisième question. Encore une question d'anesthésiste, me dit-on. Existe-t-il une corrélation prouvée entre la tension artérielle péropératoire, trop haute ou trop basse, et une complication hémorragique? Alors c'est ce que j'avais vu ça dans une étude où il disait qu'une pression, et donc hypertension, pression artérielle systolique élevée, j'ai trouvé ça que dans une étude. Je ne pense pas que ce soit significatif. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que ça peut majorer le risque, mais déjà il faut voir quand on parle de tension trop élevée par rapport au chiffre habituel du patient. Et puis difficile d'associer un seul facteur péropératoire ainsi à une complication post-op. En tout cas, pas de données probantes dans la littérature qui nous permettent de dire que c'est un facteur de risque. Totalement, c'est multifactoriel de toute façon. Il y a un côté multifactoriel et ces différents facteurs, c'est plus des hypothèses que de choses souvent réellement prouvées. Ok. Je vous propose un deuxième cas clinique. Oui. Alors, si on peut avoir la diapositive. Il s'agit cette fois-ci d'une patiente âgée de 72 ans qui a également de nombreux antécédents, un diabète non insulinodépendant, une hypertension artérielle, une arythmie par fibrillation auriculaire, non emboligène, sous anticoagulant des liquides, un tabagisme sevré depuis plus de 10 ans à 30 paquets années, et puis des chirurgies gynécologiques et viscérales, un IMC à 29,3. Et cette patiente présentait, elle aussi, depuis plusieurs années, des lombocétalgies de niveau L5, bilatérales prédominantes à gauche, avec une claudication nécessitant l'utilisation de 2 cannes, périmètre de marche très restreint, et un déficit des extenseurs de l'hallux et des orteils, tibial antérieur à gauche, marqué à 3/5, et une hypoesthésie de la face externe de la jambe gauche. Donc typiquement le cas qu'on commençait à discuter. Une IRM lombaire est réalisée qui montre un spondylolisthésis dégénératif, je ne vois plus la diapositive, merci, et une sténose de grade C, Lausanne L4, L5. Et cette patiente est proposée à une chirurgie d'arthrodèse et de laminectomie L4, L5 après un arrêt de l'hélicis à J-3. L'intervention se passe avec un saignement péropératoire de 550 ml, la mise en place d'un drainage aspiratif et la patiente est installée en salle de surveillance post-interventionnelle où on note la persistance du déficit sensitivomoteur préopératoire. Le premier jour, on donne même les heures, à 9h37, on note un déficit des extenseurs de l'hallux et des orteils, ainsi que tibial antérieur gauche, cette fois-ci à 2/5, contre 3/5 en préopératoire. Est-ce significatif? En tout cas, c'est noté ainsi. On sait qu'on peut avoir des petites variations quand il y a des douleurs, par exemple. D'accord. Le testing, il peut un point sur des douleurs, c'est pas aberrant. Et une hypoesthésie franche, L5 et S1, gauche. La patiente est sous Lovenox, 4000 unités. Elle a reçu une injection le matin même, le lendemain de la chirurgie. Voilà. Diapositive suivante, le voilà. Alors, que décidez-vous d'une surveillance neurologique rapprochée, de la réalisation d'une IRM en urgence, d'une surveillance neurologique avec IRM négociée à 8h le lendemain matin, de l'arrêt du Lovenox, une reprise chirurgicale en urgence? Est-ce que plusieurs réponses sont possibles? Plusieurs réponses sont possibles. Donc, je lance le quiz et vous pouvez répondre. On vous laisse 1 minute à peu près pour répondre à ce quiz et nous discuterons de vos réponses ensemble. Surveillance neurologique rapprochée, IRM en urgence, surveillance neurologique et IRM négociée le lendemain matin, arrêt du Lovenox, reprise chirurgicale en urgence. Voilà, les réponses commencent à arriver. Il y a de l'IRM pour l'instant. On se donne encore quelques secondes. Voilà, les réponses continuent à arriver, c'est parfait.
Alors ces cas cliniques, j'imagine, sont issus d'expériences... Voilà, la première, c'était d'expérience personnelle. Ce deuxième cas clinique, non, c'est une affaire qui est de Branchet, où il y a eu une plainte, il y a eu une action en justice, une action en référé. Ouais. Donc ce sont toutes des histoires vraies. Ce sont que des histoires vraies. Les trois sont des histoires vraies. D'accord. Alors voici les réponses qui arrivent. Ça continue à voter. Nous avons 55% de nos spectateurs qui demandent une IRM en urgence, la moitié à peu près. Une vingtaine de pourcents des répondants qui proposent d'arrêter le Lovenox. Et puis 13%, donc une personne sur 7-8 qui propose une surveillance neurologique rapprochée. 6% qui proposent la surveillance neuro et l'IRM le lendemain. Et 13% de reprise chirurgicale en urgence. Donc si je résume et j'arrête là les réponses en vous donnant les réponses juste sur le quiz. 13% de surveillance neurologique rapprochée uniquement. 50% d'IRM en urgence. Et puis 19% d'arrêt du Lovenox. Oui, alors là, on va commencer par l'arrêt du Lovenox. L'arrêt du Lovenox, de toute façon, la patiente l'avait eu le matin. On peut peut-être avancer la diapo pour avoir les réponses en même temps non, parce qu'après, oui. Vous revenez dessus. On va juste discuter, parce que finalement, ce qui va être fait, ça va être une surveillance neurologique rapprochée. D'accord. Mais je pense que faire une IRM en urgence, c'était une bonne chose. Oui, parce qu'il y avait quand même une modification de l'examen neurologique. Donc surveillance neuro, et si on fait une IRM plutôt maintenant? Plutôt maintenant. Le Lovenox. Le Lovenox, de toute façon, on pouvait à la limite l'arrêter, mais il ne serait pas fait avant le lendemain. Oui, on l'avait fait le matin. Il n'y a pas de raison. Et la reprise chirurgicale? La reprise chirurgicale, la dame est un petit peu fatiguée, 72 ans, ça reste encore un petit peu un tableau un peu bâtard. Elle ne se plaint pas de douleur là? Pas dans ce que pas spécifiquement dans ce cas clinique. En tout cas, c'est pas au premier plan. C'était pas noté dans ce que j'ai vu dans le rapport, qui m'avait été confié du dossier. Ok. Donc on continue, le cas n'est pas fini. À J+1, donc la surveillance clinique neurologique rapprochée étant décidée, à 11h45, donc à peu près 2 heures après l'examen précédent, on note cette fois-ci un déficit des extenseurs et tibia antérieur gauche à 1 sur 5 contre 2 sur 5 précédemment. Et 3 sur 5 de base. Voilà, et 3 sur 5 en préopératoire, alors que les extenseurs hallux, orteil, tibia antérieur droit, controlatéral, sont à 3 sur 5, alors qu'il n'y avait pas de déficit à droite en préopératoire ni en post-opératoire immédiat. Il note également une hypoesthésie franche L5 S1 des deux côtés, et on a même également une hypoesthésie de la fesse gauche. Question. Voilà, donc je passe. Que décidez-vous d'une poursuite de la surveillance neurologique rapprochée, de la réalisation d'une IRM en urgence? Alors, je dirais que même si vous l'avez demandé en urgence la première fois, elle va peut-être arriver là, mais très bien. D'un scanner en urgence, d'une reprise chirurgicale dès la fin de votre programme, ou d'une reprise chirurgicale en urgence, donc tout de suite, on va dire le programme ne finit pas à 17h. En tout cas, on pousse, on trouve une autre salle. Voilà, ou alors on le fait tout de suite en se débrouillant pour pouvoir le faire maintenant. Quels sont vos votes? C'est parti. Là aussi, on vous laisse une trentaine de secondes pour y répondre. On poursuit la surveillance, on fait une IRM en urgence, un scanner en urgence, si on ne les a pas déjà demandé. On reprend la patiente à la fin du programme ou tout de suite. Alors là, les votes arrivent. Une forte tendance pour la reprise chirurgicale en urgence. Une tendance non négligeable pour l'IRM en urgence. On attend encore une quinzaine de secondes pour laisser l'occasion à tout le monde de voter. Bon, on va vous montrer les réponses correctes. Et donc, nous avons près de 70% de reprise chirurgicale en urgence, une trentaine de pourcents d'IRM en urgence. Qu'est-ce que ça vous fait réagir? Oui, c'était le message est passé, manifestement, et nos amis essentiellement anesthésistes feraient de très bons chirurgiens. Et effectivement, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait, une reprise chirurgicale en urgence. Voilà, où ils vont trouver la ture, c'était cette gelée de groseille. Souvent, on ne retrouve pas de saignement actif typiquement. Moi, j'ai jamais retrouvé un saignement actif après un hématome comme ça. C'est des saignements un peu diffus, et puis ça se collecte, puis ça s'auto-entretient manifestement. Donc, salle de réveil, donc on continue. Donc, absence de récupération neurologique.
Et puis à 18 mois, une récupération assez partielle. On voit qu'il y a un déficit qui est resté celui qu'il y avait le matin à 9h37. D'accord. Un stépage, alors ça me paraît un petit peu assez aberrant, responsable d'une boiterie, parce que finalement, elle avait quand même déjà un déficit à la fois du tibial antérieur et des extenseurs qui fait qu'elle ne devait peut-être quand même pas marcher d'une façon Boiterie extraordinaire. gauche. Ouais. Donc là, manifestement, ça s'est encore aggravé en termes de... Et donc, ça aboutit à une plainte en référé pour aggravation des troubles. Et donc, les conclusions de l'expert, en tout cas les remarques de l'expert, vont être les suivantes. Ils vont dire que le consentement éclairé dans le paragraphe sur les risques mentionne les éléments suivants. Donc, toute intervention chirurgicale peut donner un résultat qui ne soit pas totalement satisfaisant ou sous compliquer un événement indésirable, comme la survenue d'une infection, la persistance de douleurs, une algodystrophie, une phlébite ou une embolie pulmonaire. Donc, finalement, des risques, mais de façon très générale. On n'est pas dans de la spécificité d'une chirurgie du rachis. Même quand on parle d'algodystrophie, on est même plutôt sur de la chirurgie de membres et pas de la chirurgie du rachis. L'équipe médicale peut être amenée à prendre des décisions en cas de situation d'urgence. Donc ça reste quelque chose de consentement très, très général. Vous n'avez pas donné, donc le chirurgien n'a pas donné de fiche d'information, mais a renvoyé le patient vers son site internet en lui donnant l'adresse et en lui disant qu'il y trouvera les informations sur l'opération prévue. Donc c'est un mode d'information qui est pratiqué. Hein. On en voit certains qui font ça. Et à la suite de l'expertise, donc l'expert conclut qu'il s'agit bien d'un hématorachis qui complique un geste d'arthrodèse et l'aminectomie L4-L5. L'indication opératoire a été justifiée compte tenu de la symptomatologie de la patiente et de l'échec du traitement médical. Donc il confirme la conformité de l'indication. Il dit que le geste technique a lui aussi été bien réalisé et il parlerait volontiers d'un accident médical non fautif. La prise en charge a été conforme en urgence. Mais donc il souligne qu'elle garde des séquelles motrices et sensitives et surtout il va mettre en cause il va remettre en cause la responsabilité du chirurgien sur le défaut d'information en disant que dans ces deux dossiers il n'y a pas de trace d'une information explicitement donnée à la patiente concernant la survenue d'une complication neurologique et de ses conséquences. D'accord. Et c'est quelque chose de vrai. Hein. Donc ça interpelle puisque finalement ça se termine pas si mal que ça pour la patiente, avec surtout un délai qui semble court par rapport à la constatation des signes et à la reprise chirurgicale. Mais c'est sur le défaut d'information que... Donc là, ce dossier, c'était surtout pour insister sur qu'il y ait une information spécifique. À la chirurgie du rachis et à ce type de complications. Il faut quand même informer, je crois que ça c'est vraiment l'hématorachis, ça doit être dans n'importe quelle information qu'on va donner aux patients, ça doit être dedans, avec les risques. Donc si on a un hématorachis, leur dire si ça survient, il faut réopérer en urgence, parce que ce que je leur dis oralement, il faut réopérer en urgence parce que ça peut donner des troubles au niveau des membres, des paralysies au niveau des inférieurs, voire au niveau des urines et des selles, vous pouvez avoir des troubles sphinctériens. Et donc, on n'hésitera pas à réopérer en urgence. D'accord. Alors, j'ai une dernière question pour vous. On parle là, effectivement, pour ce qui est de l'information, de la responsabilité du chirurgien, et ça semble finalement assez logique. S'il s'agissait d'une responsabilité relative au délai nécessaire pour reprendre la patiente, quelles seraient les responsabilités éventuelles de l'anesthésiste, des infirmières de salle de réveil, surtout si le chirurgien est en train d'opérer et qu'il est informé de l'existence d'une douleur, d'un déficit, mais que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est venu voir la patiente. Moi, je n'ai jamais vu les anesthésistes qui mettaient un obstacle en disant on ne peut pas le... Plus souvent, dans ces cas, ça risque d'être l'établissement. S'il ne peut pas y avoir de salle ou si... plus l'établissement à la limite que l'anesthésiste, sauf à avoir un comportement totalement aberrant, malveillant, avec des rapports au sein d'une équipe qui soit catastrophique en lui disant... Donc la responsabilité du délai, elle n'est pas imputable au chirurgien à partir du moment où il a diagnostiqué, posé la complication, posé l'indication d'une reprise, serait plutôt l'établissement éventuellement qui pourrait être... Je pense qu'ils n'ont pas pu fournir... Ah si, bien sûr, si l'anesthésiste a clairement montré des signes une opposition flagrante alors que l'indication avait été posée. Mais ça me paraît... ça semble assez exceptionnel. Oui.
Non, le vrai problème qu'on voit à chaque fois, c'est un retard de diagnostic et donc après un retard de prise en charge avec un délai avec trop un long délai, des séquelles. parce que le chirurgien a estimé où il était parti je ne sais où et puis quand il revient, ça fait déjà 24 heures. D'accord. Ou alors, ce que j'ai vécu aussi en équipe, où vous avez un collègue qui est là le week-end, un week-end de Pâques, et puis vous repassez le lundi de Pâques et vous découvrez que la patiente, elle aurait dû être reprise le samedi, mais D'où l'intérêt d'être plusieurs à faire de la chirurgie du rachis dans une équipe et pour de que la vous compétence entendre, existe ouais, et de de s'entendre. s'entendre et de ne pas hésiter à communiquer, parce que là, c'était un cas où la patiente avait déjà un déficit. Préexistant, ouais. Ouais, et donc là, effectivement, il temporise, il dit ça doit peut-être être un peu la même chose, et puis on ne s'appelle pas, et puis à la fin, ça se termine en... Avec un Le retard lundi, à prendre en charge. c'est les troubles sphinctériens, et de toute façon, là, c'est la catastrophe, quoi. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je retiens de ce soir que l'hématorachie, c'est une complication relativement rare, relativement, mais qui survient quand même au vu d'une activité conséquente plusieurs fois par an pour un chirurgien qui va faire plusieurs centaines de chirurgies du rachis annuelles. Ouais. Que tout repose sur un diagnostic précoce et que ce diagnostic est essentiellement clinique, avec des douleurs qui sont en particulier inhabituelles par leur intensité, qui résistent au traitement habituel, par l'existence de signes neurologiques qui doivent tout de suite interpeller et faire provoquer, si nécessaire, une reprise chirurgicale, que l'imagerie, dans certaines circonstances, en particulier lorsque préexistent des déficits, peut être un secours pertinent à la prise de décision, et que dans tous les cas, il faut absolument que toutes les discussions soient colligées dans le dossier médical, que la gestion d'éventuels traitements anticoagulants soit également discutée en amont et adaptée à la prise en charge péropératoire, et que l'information du patient avant la chirurgie est un élément lui aussi déterminant, avec une information spécifique à la chirurgie du rachis et spécifique probablement aussi à ce type de complications. Totalement. Voilà. Merci beaucoup, Dr Balabo, d'avoir fait le déplacement de Bordeaux. Merci, Et merci à tous. nous vous donnons rendez-vous le 16 novembre prochain pour le cas pratique du mois sur Branchet TV. Vous pouvez suivre les replays sur le site Branchet Solutions et notre actualité sur notre Instagram @branchet-tv. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.